C'est le numéro 1 sur Netflix dans de nombreux pays. Mais c'est une daube! Salut les amis sérivores et cinéphiles. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film dont je n'avais absolument pas entendu parler avant qu'il ne débarque sur Netflix. Et honnêtement, si vous m'aviez dit il y a 2 semaines que j'allais faire une vidéo sur un film de requin, eh bien, je l'aurais probablement pas cru. Sauf que voilà, le truc cartonne. Il est numéro 1 sur Netflix dans une quantité impressionnante de pays dont la France. Et moi forcément, quand je vois un truc cartonné comme ça sur la plateforme, j'ai le réflexe pavlovien de jeter un œil pour comprendre pourquoi. Et forcément, ça m'a rappelé un précédent. Vous vous souvenez de Sous la Seine en 2024, le film de requin dans la Seine avec Bérénice Bejo, numéro 1 mondial sur Netflix, des dizaines de millions de foyers, tout le monde en parlait, et c'était, là aussi une belle daube. Alors quand j'ai vu Nature prédatrice ou Trash en VO, un titre qui claque quand même beaucoup plus d'ailleurs, reproduire exactement le même phénomène, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser. Au pire, ce serait un bon nanar à décortiquer pour la chaîne, au mieux, une vraie surprise. Et spoiler, c'est ni l'un ni l'autre, c'était juste mauvais, vraiment mauvais, et je vais vous expliquer pourquoi en détail sans vous épargner grand-chose. Plusieurs villes sont désormais inaccessibles aux équipes de secours. Toutes nos pensées vont vers les habitants de ces villes. Le danger auquel ils sont confrontés est inimaginable. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons un peu du film et de ce qui l'entoure. Parce que l'histoire de Nature prédatrice, elle commence bien avant sa sortie sur Netflix et elle est déjà en elle-même assez révélatrice de ce qu'on va se prendre dans la gueule. À la réalisation, on a Tommy Wirkola, un Norvégien qui s'est fait un petit nom dans le cinéma de genre avec des projets bien carrés. Dead Snow, oui c'était lui, des zombies dans la neige en gros, c'était complètement décalé. On a aussi Hansel et Gretel, c'était lui aussi, un conte de fées revisité à coups de fusil bourrin et assumé, et plus récemment Violent Night, un film de Noël avec un Père Noël qui fracasse des mercenaires. Bref, vous voyez le profil, un mec qui aime le second degré gore décomplexé, un réalisateur avec une vraie identité. Face à la caméra, on retrouve Phoebe Dynevor, la star de la première saison des Bridgerton, sur Netflix là aussi, et ici elle joue une femme enceinte jusqu'aux yeux, coincée dans une voiture en pleine montée des eaux. À ses côtés, on a Whitney Peak, vue dans le reboot de Gossip Girl, dans le rôle de Dakota, elle joue une adolescente agoraphobe. Et puis on a surtout Jaemon Unsu, acteur de grand talent qu'on a vu dans Gladiator, dans Blood Diamond ou encore dans Les Gardiens de la Galaxie, et qui continue malheureusement d'accumuler les projets en dessous de son niveau ces derniers temps. Derrière la caméra, mais côté production, on trouve Adam McKay. Oui, c'est le réalisateur de Big Short ou encore de Don't Look Up. C'est ce mec qui aime bien glisser un message sur le changement climatique dans ses films. Et c'est justement là l'ambition affichée du projet, mélanger le film catastrophe, le film de requin, et une réflexion sur le dérèglement climatique. Sur le papier, ça peut sembler ambitieux, et dans les faits, on va y revenir. Mais avant de ça, parlons du parcours de ce film, parce que c'est assez éloquent. Au départ, le projet s'appelait Beneath the Storm et était développé chez Sony pour une sortie en salle. Ensuite, il a été rebaptisé Shiver, toujours chez Sony, avec une sortie prévue en août 2025. Puis Sony a lâché l'affaire, le film s'est retrouvé sans distributeur, il a encore changé de titre pour devenir Trash et a atterri finalement directement sur Netflix en avril 2026. 3 titres, 2 distributeurs, 2 ans de galère. Et en général, quand un film se balade autant avant de trouver un preneur, c'est rarement bon signe. Et là, c'est pas une exception à la règle. Malgré tout ça, et c'est là où c'est fascinant, le film devient tout de même actuellement numéro 1 mondial sur Netflix dès sa sortie. On a des millions de foyers qui l'ont regardé dans des dizaines de pays. Alors la question qui se pose évidemment, c'est comment et surtout pourquoi? On va y répondre, mais d'abord, parlons du film en lui-même. Alors
Alors je vais commencer par un angle qui m'est un peu particulier, parce que si je suis cinéphile passionné dans ma vie de geekosaure, dans ma vraie vie, je suis météorologue. Et je vous jure que pour regarder Nature Prédatrice avec cette casquette-là, eh bien c'est une expérience, disons, enrichissante, dans le mauvais sens du terme. Non, les libertés scénaristiques, ça fait partie du jeu, surtout dans un film de ce genre. Je suis pas non plus allé voir Sharknado par exemple à l'époque en espérant un documentaire Arte sur les tornades, mais il y a une différence fondamentale quand même entre prendre des libertés et foutre complètement la cohérence aux orties en prétendant quand même faire quelque chose de sérieux et de réaliste. Et c'est bien là le problème. C'est exactement le problème de ce film, qui se réclame d'une certaine plausibilité scientifique, car oui, Adam McKay l'a dit lui-même en promo, les requins bulldogs dans les eaux, c'est un phénomène réel. Ils ont même consulté des météorologues visiblement et des biologistes marins pour ce projet. Sauf que derrière cette vitrine sérieuse annoncée, eh bien la cohérence part rapidement dans le décor. La manière dont l'ouragan se comporte, dont les eaux montent, dont les requins se retrouvent partout en même temps, dans des conduits, dans des caves inondées, dans des flaques de 10 cm d'eau, tout ça, ça défie non seulement la météorologie, mais surtout les lois de la physique, un peu plus fondamentales. Et ça me rappelle inévitablement Sous la Seine, parce que les deux films partagent exactement le même défaut à mon sens. Ils agitent le drapeau de la plausibilité scientifique pour se donner une légitimité, et dans le même temps, ils s'assoient allègrement dessus dès que c'est pratique pour le scénario. Sauf que Sous la Seine avait au moins une excuse, mettre un grand requin blanc dans la Seine, tout le monde sait que c'est de la pure fantaisie, et personne n'est vraiment dupe. Là, on est censé croire à un scénario ancré dans une réalité climatique contemporaine, et l'écart entre l'ambition affichée et le résultat à l'écran est d'autant plus difficile à avaler. Ça manque de cohérence, ça aurait pu être pardonné, voire même savoureux si le film avait choisi d'être un vrai délire décomplexé, mais précisément, il ne le fait pas. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, à mon sens. Et oui, c'est ça le vrai problème fondamental de ce film, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il est. Et dans le cinéma de genre, c'est souvent le péché le plus difficile à pardonner. Parce que prenez par exemple Sharknado. Objectivement, c'est un film nul, hein, avec des requins, des tornades qui dévastent Los Angeles, des acteurs qui sont vraiment bidons, des effets spéciaux dignes d'un projet d'école de cinéma en première année. Et pourtant, Sharknado est devenu un phénomène culturel. Pourquoi ? Parce qu'il le sait qu'il est bidon, il le revendique. Chaque scène, chaque réplique, chaque effet spécial raté est assumé jusqu'au bout avec une joie communicative. Le film vous regarde dans les yeux et vous dit « Ouais, c'est complètement con, mais on adore ça ». Et cette honnêteté-là, elle est en connivence avec le spectateur qui rend l'expérience plutôt fun. C'est le contrat du nanar en quelque sorte. Tu sais dans quoi tu mets les pieds et tu y vas avec le sourire. Nature Prédatrice, lui, refuse ce contrat. Tommy Wirkola, et c'est frustrant parce qu'il sait faire du second degré, décide de jouer la carte du sérieux. Les personnages vivent leur drame avec une gravité totale, l'ouragan est présenté comme une menace climatique réelle et contemporaine, on nous demande de nous attacher à ces gens, de trembler pour eux et de prendre tout ça au premier degré, et c'est là que le souffle s'effondre complètement. Parce que quand vous avez des incohérences aussi grossières que celles de ce film, elles passent comme une lettre à la poste dans un Sharknado où tout est délirant par nature, mais dans un film qui se prend au sérieux, forcément chaque absurdité devient une gifle. Chaque entorse à la logique casse l'immersion et chaque comportement stupide de personnage vous sort complètement du film au lieu de vous faire rire. Et le comble, c'est que Wirkola lui-même n'est clairement pas à l'aise dans ce registre sérieux visiblement. Son instinct de réalisateur, c'est le fun, c'est le décalé, c'est le gore, qui arrache un sourire autant qu'un haut de cœur, et par moments, on sent que ça perce un peu, avec quelques petites répliques absurdes ici ou là, des situations grotesques, mais ça ne dure jamais, comme si quelqu'un dans la chaîne de production avait systématiquement appuyé sur le frein. On a donc un réalisateur qui voulait peut-être faire un espèce de Sharknado et qu'on a forcé à faire semblant de faire le jour d'après. Et le résultat, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un film raté, coincé entre deux chaises qui ne procure ni les frissons du bon thriller, ni le plaisir coupable du bon nanar. Et puis, tant qu'on y est, comparons à d'autres films, à Crawl par exemple, sorti en 2019, d'Alexandre Aja. C'était un pitch quasi identique, avec une fille coincée dans une maison inondée par un ouragan, avec des alligators qui rôdaient. C'était un budget modeste, un concept de série B assumé et pas de prétention particulière. Et le résultat était infiniment supérieur à ce que Wirkola nous a pondu ici. Alors qu'est-ce qu'Aja avait compris que Wirkola n'a pas compris ? La réponse à mon sens tient en un mot, le focus. Crawl fait le choix radical de rester collé à un seul personnage dans un espace confiné, du début à la fin. Pas de montage parallèle, pas d'arcs narratifs différents qui se baladent chacun de leur côté, juste une fille, son père, et puis une cave qui se remplit d'eau et des alligators.
Et ce choix crée quelque chose que Nature prédatrice n'arrive pas à générer, de la claustrophobie, de l'angoisse réelle, une tension qui monte progressivement et ne redescend jamais. Nature prédatrice, au contraire, fait exactement l'inverse. On va suivre Lisa, la femme enceinte, puis Dakota, l'agoraphobe, puis les enfants Olsen dans leur famille d'accueil dysfonctionnelle, puis enfin Jimon Unsu qui traverse la tempête en bateau. 4 arcs narratifs qui coexistent mais sans jamais vraiment se croiser, et je dis bien quasiment jamais, parce que certains ne se rejoignent tout simplement pas du tout avant le générique de fin. Et à chaque fois qu'une séquence commence à générer un semblant de tension, hop, cut. Et on saute à un autre personnage, dans un autre endroit, et on repart de zéro. Ce montage hyper cut, il m'a fait péter les plombs, et en gros, ça termine le travail de destruction de ce film. Impossible de s'y immerger, impossible de souffler, impossible de ressentir quoi que ce soit, parce qu'on n'a jamais le temps de s'installer nulle part. Et puis parlons aussi de ce grand blanc, là. Parce que Nature prédatrice ne se contente pas des requins bulldogs, non, ils nous introduisent une femelle grand requin blanc, enceinte comme une menace suprême, hein. On a l'impression que ça va être ça en tout cas, et ce serait logique. Ce serait le grand boss final en quelque sorte, en théorie. Vous voyez l'idée, hein, les bulldogs c'est la masse et puis le grand blanc c'est le climax, la confrontation ultime qui doit tout résoudre dans un final épique. Sauf que le film fait exactement l'inverse de ce qu'on attendait. Le grand blanc, au lieu d'être le grand méchant de la fin, eh bien il devient le sauveur providentiel. Il bouffe les autres requins dans un moment crucial, permettant aux survivants de s'en sortir. C'est un Deus ex machina et c'est probablement le plus frustrant que j'ai vu depuis longtemps. Bref, c'était un potentiel narratif immense, une menace introduite avec soin, pour le coup, mais qui a été complètement gâché au profit d'une résolution aussi paresseuse qu'inattendue. Crawl n'avait pas ce problème d'ailleurs, ces alligators étaient des menaces du début à la fin, sans jamais trahir leur fonction dans le récit, et voilà, Nature prédatrice aurait dû apprendre de son aîné, la simplicité n'est pas un défaut, dans le cinéma de genre, c'est même souvent la condition sine qua non de l'efficacité. Parlons aussi rapidement du casting, hein, parce que c'est peut-être l'aspect le plus frustrant du film. On a donc Phoebe Dynevor, qui a prouvé avec d'autres films qu'elle pouvait porter un thriller sur ses épaules, et si son personnage est écrit de manière tellement irresponsable qu'il est quasi impossible de s'y attacher. Elle fait ce qu'elle peut, hein, l'actrice, avec une vraie présence, mais le scénario lui tend clairement des pièges en permanence dont personne ne pourrait se sortir. Whitney Peak hérite d'un arc narratif sur l'agoraphobie, qui avait du potentiel sur le papier, mais que le film expédie en 2 scènes avant de passer à une autre chose, et Jimon Unsu, un acteur qui a quand même des nominations aux Oscars, eh bien, il se retrouve à jouer un biologiste marin dont la seule fonction est d'expliquer aux spectateurs pourquoi les requins sont dangereux. Merci mec. Ce mec c'est le grand oublié du film en quelque sorte, hein, c'est une vraie honte. Le problème ne vient pas des acteurs en tout cas, ils font ce qu'ils peuvent les pauvres, mais c'est bien le scénario qui offre un espace, aucun espace en fait pour exister. Bref, passons à la suite. Pourquoi ce film est numéro 1 sur Netflix? C'est vrai, on peut se poser la question. C'est la question d'ailleurs qui me taraude depuis le début de cette vidéo, parce qu'on vient de passer en revue, tout ce qui fait que c'est un film complètement raté sur à peu près tous les plans, scénario bancal, personnage creux, tension inexistante, réalisateur à contre-emploi, et pourtant le truc est numéro 1 mondial sur Netflix, dans des millions de foyers, dans des dizaines de pays. Comment expliquer ça? Eh bien la réponse, je crois, elle est dans la nature même de ce qu'est Netflix et dans notre façon de consommer ce type de contenu. Nature prédatrice, comme Sous la scène avant lui, eh bien c'est le film parfait pour la plateforme. Pas parfait dans le sens bien, hein, parfait dans le sens bien calibré pour son usage, c'est-à-dire un film qu'on lance en soirée, en rentrant du boulot, qu'on va regarder en mangeant une pizza, en scrollant son téléphone entre 2 scènes d'attaque de requins, et puis 1h25 plus tard, les requins sont plus là, la tempête est terminée. Enfin bref, ça se consomme de façon passive, sans effort, sans engagement réel. Et sur Netflix, ce type de film trouve toujours son audience parce que l'algorithme les pousse, parce que la vignette avec un requin et une femme enceinte attire le clic, et parce que les gens n'ont pas forcément envie de réfléchir après leur journée de travail. Sous la scène avait fait exactement la même chose il y a 2 ans, mais ça avait le mérite d'être suffisamment délirant à mon sens pour qu'on s'y amuse vraiment. Ici, avec ce film, ça ne réussit même pas ça. C'est un film qu'on va oublier pendant qu'on le regarde, et c'est là où ça devient un peu déprimant, parce que Netflix a les moyens, les ressources aujourd'hui, même les talents, on l'a vu avec d'autres productions, pour faire mieux, et pour faire des choses ambitieuses. Mais tant que des films comme ça cartonneront dans les charts, forcément la plateforme n'aura aucune raison de prendre des risques. Pourquoi faire mieux, plus cher, quand le minimum syndical suffit à faire de ce film le numéro 1 sur sa plateforme? Enfin, en tout cas, le vrai prédateur ici, c'est bien Netflix, hein, c'est pas le requin, c'est pas l'ouragan. C'est ce cercle vicieux qui nous condamne à revoir ce type de film encore et encore, sous des titres différents évidemment, avec des animaux différents, mais pour les mêmes résultats décevants.
Y a plus personne, plus de route, plus de bagnole. C'est juste un peu de pluie. Des requins tout autour de nous. Au cœur d'une énorme tempête. Alors vous venez? Vas-y, pousse! Ah, putain! Je refuse que mon enfant meure ici, avant même d'avoir poussé son premier cri! Ils arrivent! Je suis sûre qu'il n'y avait pas ça dans ton émission. Donc pour résumer, ce Nature Prédatrice, c'est l'histoire d'un film qui avait toutes les cartes en main pour être un minimum un bon moment et qui les a jouées une par une dans le mauvais ordre. Un concept sympa sur le papier avec un réalisateur qui a une vraie identité d'habitude, un casting qui est capable et au final, eh ben, on a un résultat qui rate à peu près tout ce que Krull par exemple avait réussi sans avoir le courage d'aller là où Sharknado était. En tout cas, je ne vous conseille pas ce film, vous allez sûrement aller le voir parce que c'est sur Netflix et que c'est facile à lancer. Mais globalement, hein, voilà les amis, ce Nature Prédatrice, c'est juste un mauvais film, tout simplement. En tout cas, voilà pour cette critique. Si vous avez vu le film, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, est-ce que vous faites partie de ceux qui ont apprécié le film? J'aimerais bien savoir pourquoi. Je suis ouvert au débat. Et en attendant, eh bien, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles analyses, j'espère avec des films de meilleure qualité. Ciao!